Oh là là, aujourd'hui je me suis fait attaquer de tous les côtés, comme vous avez compris, je croyais que c'était Halloween, je croyais que c'était une fête, mais en fait non, je crois que ça existe, les vampires, les zombies, les sorcières, ça existe. J'espère que Karen et Serge ne se sont pas fait attaquer de l'autre côté, parce qu'on avait prévu 4 petites vidéos assez sympathiques, donc bon, après ces 4 petites vidéos, restez avec nous, parce qu'il y aura une vidéo qui est quand même plus symbolique, plus sérieuse, mais oh là j'entends du bruit, oh là là, je vais les chercher. Oh là là, j'ai vu Karen et Serge. Ils sont pas bien, ils se sont fait attaquer aussi, puis ils ont l'air assez en colère. Oh, oh. Non, non. Bonjour. Hein? Ah. Avec ces vidéos, l'équipe de Novae Atlantis vous souhaite un joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Alors bonjour à tous, vous avez bien compris que notre première vidéo était une vidéo gag. Et on va passer tout de suite à la vraie vidéo. Donc aujourd'hui pour Halloween, on va parler des morts vivants, des vampires, des loups-garous et des sorcières. Et on va tout de suite commencer par les vampires. La Psy-Ezo parle des vampires, et alors bien sûr, elle ne parle pas des vampires tels qu'on le voit à la télévision ou dans les films, elle parle du symbolisme et du vampirisme. Bon, les vampires c'est quoi? Bon, ce sont des gens comme vous et moi, des gens tout à fait ordinaires, qui sont en manque permanent d'énergie, et d'énergie vitale en particulier, ou de prana. Alors pourquoi? C'est quasiment une maladie, hein. Ce ne sont pas des gens qui sont feignants ou qui veulent piquer l'énergie aux autres, c'est pas ça du tout. On va dire que leur âme est ainsi faite qu'ils sont incapables de spécialiser les particules de prana. Pourquoi? Parce que quand nous respirons, l'oxygène est le corps physique du prana, et le prana est son corps psychique. Hein, c'est l'équivalent de nous, nous avons une âme, un corps psychique. Bon, ben, le corps physique du prana, c'est l'oxygène. Et le prana est le corps psychique de l'oxygène. Donc les gens, quand ils respirent, bon, ça passe dans le sang, etc. Et il y a des centres psychiques dans le corps qui permettent de transformer le prana qui est dans l'oxygène de manière à ce qu'il soit utilisable par le corps. Or, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Disons qu'ils ont un mauvais chakra de la gorge, un chakra, ce qu'on appelle Vishuddha en sanskrit, ou qu'on appelle le centre laryngé hein, en français. Ils ont un centre laryngé qui fonctionne mal. Ils ont le centre de la rate, qui est un centre psychique aussi, qui est sur le côté gauche ici, qui fonctionne mal. Et ils ont un centre qui est sur la moelle épinière, dans le dos, aux environs au-dessus du chakra 4, qui fonctionne mal aussi, et qui est relié à la rate. Ayant ces trois centres-là qui fonctionnent mal, ils n'arrivent pas à spécialiser le prana. Bon, on pourrait se poser la question et dire, bon ok, ils n'arrivent pas à spécialiser le prana, alors comment ils font et pourquoi ils le piquent aux autres? C'est pour ça qu'on les appelle vampires, parce qu'ils piquent l'énergie aux autres. Alors pourquoi aux autres? Parce que tout simplement, le prana n'est pas utilisable en l'état. Hein? Le prana, si on l'utilisait tel qu'il est, il ne nous servira à rien. Donc ces trois centres psychiques que je viens du centre énergétique, appelez ça comme vous voulez, que je viens de citer, hein, ont pour rôle justement de transformer le prana en une force vitale qui soit assimilable par l'organisme, mais d'abord par l'organisme psychique, et qui lui-même après le transmet, par l'intermédiaire de la double chaîne de ganglion dans le dos, le transmet, on va dire, au corps physique. Bon. Donc cette énergie qui est transmise au corps physique est une force vitale qui est employable par tout être humain. Donc du coup, ces gens-là qui n'arrivent pas à transformer le prana en force vitale, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils la piquent aux autres parce qu'elle est déjà transformée.
C'est un petit peu comme si on disait, voilà, j'ai la flemme de me faire à bouffer, ou je ne suis pas capable de me faire à bouffer, j'attends que le voisin il fasse à bouffer, et quand il tourne le dos, j'y pique son assiette fumante, et je l'amène chez moi et je la mange. Voilà. Donc on va dire que c'est pour ça qu'on accusait un petit peu les gens qui font du vampirisme vital, on les a appelés de tous les noms, on a dit qu'ils étaient feignants, on a dit qu'ils n'étaient pas ceci, ils n'étaient pas cela, et finalement, ben, la seule, on peut dire, insulte, entre guillemets, la seule chose qui leur correspond le mieux, c'est de dire qu'ils ne sont pas évolués. Pas évolués dans le sens psychique du terme. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des sales cons, que ce sont des gens qui sont méchants, qui sont à l'état le plus bas possible de l'humanité. Non, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas l'évolution psychique nécessaire pour transformer. Hein. Voilà, ça peut être une carence, on ne connaît pas l'origine exacte, hein, même en psyéso, on ne sait pas si c'est génétique, on ne sait pas si... Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que ça a été remarqué, ils ont ces 3 centres-là qui fonctionnent mal. Et on sait aussi qu'on peut les réparer par magnétisme ou autre, les gens qui sont souvent fatigués et qui n'arrivent pas à spécialiser le prana, donc on peut les remettre en activité, ces 3 centres-là. Donc maintenant, il reste à voir comment ils font pour nous vampiriser. Ben, c'est simple, dès l'instant où une personne qui manque d'énergie arrive à ce qu'on se concentre sur elle, elle reçoit de l'énergie, parce que l'énergie suit l'attention mentale. Notre attention, quand nous la posons sur quelque chose, une personne qui parle, une personne qui fait quelque chose, ou qu'on regarde quelqu'un, qu'on écoute quelqu'un chanter, etc., en fait, on ne fait pas qu'écouter quelqu'un chanter, on ne fait pas qu'écouter quelqu'un parler, on se concentre sur lui. Et comme la loi dit que l'énergie suit l'attention mentale, donc en prêtant attention mentale à quelqu'un qui nous parle, ben nous lui envoyons de cette énergie, non pas pranique, mais de l'énergie qui est déjà transformée et qui est devenue de la force vitale qui, elle, est assimilable aussi bien par le corps psychique que par le corps physique. Hein, voilà. Donc c'est ça le vampire, en gros. Le vampirisme vital consiste à piquer de l'énergie à ceux qui en ont un peu plus, parce qu'on n'est pas capable de la spécialiser nous-mêmes, et tant qu'on n'est pas vraiment évolué et tourné vers les choses spirituelles, ben, on n'arrive pas à avoir cette capacité. Voilà. Bon, il y a de moins en moins de gens qui sont comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi des vampires vitaux qui nous piquent de l'énergie parce qu'ils ont besoin de se sentir importants, intéressants, mais cette force vitale qu'ils reçoivent les nourrit quand même. Hein. Voilà, il y a plusieurs façons d'être vampire vital, mais on va dire que la plus connue est celle qui est une carence réelle en énergie vitale, et la deuxième, la plus connue, c'est ceux qui ont besoin qu'on leur prête attention, qu'on flatte un peu leur ego, etc. Voilà. Alors, et concernant les morts-vivants ou les zombies? Alors, les morts-vivants et les zombies, donc le mort-vivant c'est quoi? C'est un état, le zombie c'est quoi? Ben, comme on le disait tout à l'heure pour raconter des bêtises, c'est un mort-vivant en action, hein, qui est en marche, on va dire, hein, qui se manifeste. Donc le symbolisme des morts-vivants est assez simple. Une personne qui est complètement programmée, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais eu l'opportunité de se manifester en tant qu'elle-même. Qui arrivait dans une famille, qui est né dans une famille où on lui disait fais pas ci, fais pas ça, soit ceci, soit cela, tais-toi quand tu parles, etc. Bon, une personne qui a été prise du début à la fin jusqu'à l'âge adulte, ou 18, 21 ans, peu importe, et qui a été obligée de craindre ses parents, de les écouter, ou de craindre, je sais pas moi, quelqu'un qui a été élevé par un ancien militaire ou n'importe quoi, mais qui est très strict, qui a laissé aucune place à l'individualité de son enfant, et bien à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est programmé, c'est un robot. Avec la vue spirituelle, on s'aperçoit qu'il n'y a personne dedans. On trouve des idées toutes faites qui sont à papa, des idées toutes faites qui sont à maman, des souvenirs qui ne sont même pas les leurs, qui ne sont même pas à la personne. Donc en fait, on pourrait dire que la personne, elle n'existe pas en tant qu'entité individuelle. Elle est une pâle photocopie de papa, de maman ou des deux réunis la plupart du temps. Hein. Voilà, il y a un peu des deux. Bon, ça ne veut pas dire que les parents sont incriminés, ce n'est pas vraiment leur faute, c'est tout simplement, ils ont cru bien faire, ils ont confondu éduquer et programmer de A à Z, en fait, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc un mort-vivant, ou un zombie, c'est quelqu'un qui marche dans la rue, il est en train de penser à un tas de trucs, mais il est pensé, il ne pense pas. Alors plutôt que de dire, c'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a 500 ans, au lieu de dire robot, ça n'existait pas, on ne pouvait pas dire un robot qui marche seul et qui est programmé. Ces mots-là n'existaient pas il y a 500 ans ou 1000 ans. Donc on disait que c'était un mort-vivant, et ça a donné, cette légende a donné naissance à une autre légende beaucoup plus qui fait peur, et qui est restée gravée dans la tête des gens. C'est le zombie ou le mort-vivant. Alors un dernier truc à ce propos qui me semble intéressant et qui mérite d'être noté, on s'aperçoit que la jeune génération, hein, on va dire les 17-35 ans, allez, les 17-30 ans, les 17-30 ans plutôt. Cette jeune génération qui est récente, qui est nouvelle et qui est in, hein, qui est née un petit peu la génération, on va dire, des jeux vidéo, des ordinateurs, des tablettes PC, etc.
il y a une véritable fascination de la jeunesse actuelle pour le sujet des zombies et des morts Oui, vivants. oui, on voit beaucoup de séries, Voilà. films. Voilà. Il y a de plus en plus de films ou de séries qui traitent de morts vivants, comme la plus célèbre. Là, Walking Dead. Voilà, Walking Dead. Et donc, cette série-là montre bien, avec le succès qu'elle a eu en Amérique et en Europe et surtout en France, ça montre bien que les jeunes ont senti que quelque chose se passait. Je ne dis pas qu'ils croient qu'un jour ça peut arriver, quoique il y en a quelques-uns qui se sont même préparés psychologiquement à ce truc-là, mais je veux dire par là, surtout l'Amérique, mais je veux dire par là que ce qui compte, c'est que les jeunes ont senti qu'il y avait une part de vérité. Or, la part de vérité, c'est, bien sûr, c'est pas des morts qui ressortent des tombes. Une fois qu'on est mort, on est mort, et le cadavre, il se désagrège. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont senti, ces jeunes, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre société, et que nous étions devenus des robots, qui marchent, mais qui sont mus, mais qui ne se meuvent pas, qui n'ont pas cette capacité à décider, ils n'ont pas le principe directionnel, ils n'ont pas le principe directeur, et ils sont mus, ils sont transportés d'un endroit à l'autre, ils se lèvent le matin, ils vont faire leur toilette, ils vont prendre leur petit déjeuner, ils ont des gestes robotisés, voilà. Et je pense que les jeunes ont plus peur que ça leur arrive de devenir ce genre de robot que de penser. Je ne pense pas qu'ils croient qu'il peut y avoir un jour des morts qui se lèvent des tombes. Encore une fois, il doit y en avoir, oui, mais je pense qu'en fait c'est une mauvaise interprétation d'une véritable perception psychique qu'ils ont eue. Ils s'aperçoivent que l'être humain devient de plus en plus un robot vivant et ils se demandent où ça va finir tout ça. Et voilà, ça va le mener à la tombe, oui, mais on est déjà mort. Voilà, je veux dire qu'un être humain qui n'est pas lui-même, qui ne décide pas librement, qui n'a pas son principe directeur et spirituel qui le guide, ben c'est comme s'il était mort. Donc c'est un mort vivant quelque part, hein, voilà, ou un robot. Voilà. Alors ensuite, on va parler des loups-garous. Alors le loup-garou, toujours pareil, c'est quelque chose d'assez classique finalement. À quel moment le loup-garou, enfin à quel moment l'être humain dans les films se transforme en loup-garou? La pleine lune. Bon. Quel est le principe de la Lune? La Lune agit sur tous les composés liquides du corps humain. Bon, ça c'est bien. Ok, autrement dit le sang, la lymphe, les humeurs, toutes les sécrétions hormonales, etc. Tous les composés liquides du corps humain. Donc. Mais quand il y a la pleine Lune, il y a une action qui est un peu méconnue, mais que les gens ont quand même pu noter, peut-être qu'ils ne l'ont pas relié à la pleine Lune, mais ils ont dû le noter. Les gens qui sont très émotifs, à la pleine Lune, on dirait qu'ils pètent un câble. Hein, voilà. Il y a une action non seulement sur les composés liquides du corps humain, mais il y a aussi une action de la Lune, de la réfraction de la lumière de la Lune. Il y a un effet sur le système nerveux. Donc les gens, en période de pleine Lune, on dirait qu'ils ont pété un câble, qui donne libre cours à tous leurs démons, etc. Et on va dire qu'ils se transforment un petit peu ce côté animal qui ressort, et on va dire qu'ils se transforment en des loups, mais des loups qui sont méchants, qui sont des loups-garous. Hein. Autrement dit, des humains qui sont moitié loups, moitié bêtes et moitié humains. Des gens qui, peut-être en période de pleine lune, vont être en voiture, et si jamais on leur pique à la place de parking, comme je le dis souvent, ben ils vont descendre de voiture et ils vont assassiner l'autre qui a piqué la place de parking. Ou alors s'il a fait une queue de poisson et qu'après on s'aperçoit que le mec il nous a fait la queue de poisson ou qu'il nous a fait un geste de la main, et s'il s'est arrêté à une station, ben on va s'arrêter aussi, on va y sauter dessus, on va le mettre par terre, on va le rouer de coups, et on va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben, il nous arrive que peut-être cette pleine lune nous a agi sur notre tempérament, sur notre caractère, et a mis en exergue, a mis trop en valeur les côtés négatifs de notre nature, qui sont liés donc à l'élément eau. Parce que bien sûr que la lune agit sur les marées, agit sur les menstrues de la femme, hein, voilà, donc les composés liquides du corps, dont le sang, mais aussi la lune a cet effet d'agir sur les émotions qui sont typiques de l'élément eau, c'est-à-dire que les émotions sont liées à l'eau. Donc si la lune agit sur l'eau, donc la lune agit sur les émotions. Et c'est pour ça qu'on va dire, c'est symbolique bien sûr, on va dire qu'une fois par mois, une personne qui est très peu maître d'elle-même, ben, elle risque de péter un câble, donc en période de pleine lune, et en fait c'est 3 jours avant la pleine lune, le jour de pleine lune, et 3 jours en lune descendante, donc ça fait 7 jours. Pendant 7 jours, vous ne pouvez pas trop leur parler, il ne faut pas les contrarier, et les gens qui ont quelqu'un de très lunatique autour d'eux s'aperçoivent que soit ce sont des gens qui changent d'idée, soit ils changent d'humeur, et ils peuvent même, dans certains cas, certains qui sont un peu grands et costauds et qui font un peu peur, on a intérêt à faire gaffe parce qu'ils peuvent nous en retourner une et devenir violents, même physiquement. Alors qu'ils pourraient, la plupart du temps, être violents, mais que verbalement, on va dire. Et aussi les femmes enceintes qui sont propices à la lune quand elles vont accoucher.
Voilà, On voilà, il y a en les parle lunes, souvent, parce ça. qu'on ne compte pas en mois en fait, on compte en cycle de 28 jours plus exactement. Mais enfin bon, on va dire que oui, en période de lune montante, il y a aussi les plantes, Oui. la germination. Mm. De toute façon, tout ce qui est la vie, tout ce qui est vital, tout ce qui est la force vitale, tout ce qui est l'élément haut de l'univers, la lune a une action dessus. Donc en gros, et pour résumer, le loup-garou, c'est le symbole de l'être humain qui est émotif et qui a qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas canalisé ses émotions, et toutes les émotions les plus animales et les plus grossières et les plus agressives peuvent ressortir en période de pleine lune. Voilà le symbolisme. Et alors enfin les sorcières. Alors bon, toujours pareil, ça aussi c'est un symbole. Après c'est vrai qu'il y en a qui vont dire oh alors les sorcières n'existent pas, ou alors oh les dragons c'est l'intellect en fait et donc ça n'existe pas. Alors je veux pas dire aux enfants que Père Noël n'existe pas, mais j'aimerais que les enfants grandissent, et surtout s'ils se prétendent spirituels, et qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a 2000 ans on ne pouvait pas expliquer certaines choses aux gens, on ne pouvait pas leur dire, on ne pouvait pas parler de l'intellect, on ne pouvait pas parler, voilà, on avait des symboles, on disait que on a gardé d'ailleurs certains de ces symboles, par exemple le côté animal de l'être humain. Voilà. Donc on dit, les femmes adorent mettre l'accent sur le côté animal de l'homme. On dit que l'homme est un cochon, que l'homme est ceci, cela, donc pour faire ressortir le côté animal. Très bien, mais et la femme? L'homme pouvait aussi s'en moquer, mais comme les gens ne sont pas instruits de ces choses-là, heureusement pour les femmes, la femme a un aspect qui est un petit peu particulier. Il ne faut pas oublier qu'une femme n'est pas faite pour casser la gueule aux gens, elle n'est pas faite pour avoir des gros muscles comme ça, elle est faite pour avoir une autre force, une autre variété de force. Et cette force-là lui est donnée par le côté, on va dire, le côté insidieux de son mental. C'est-à-dire qu'une femme est capable de voir des choses que personne ne voit. Une femme va sentir si un homme trompe son ami, alors que la femme concernée ne va pas le sentir. Une femme va sentir si son enfant lui ment, ou si son mari lui ment. La femme a des perceptions qui sont quasi psychiques, qui ne sont pas nécessairement mentales, qui sont quasi psychiques. Et une femme qui est, c'est le symbole de la fée, on va dire, l'inverse de la sorcière. La fée, c'est quoi? C'est une femme qui se sert de ses perceptions pour donner la vie, pour rendre le sourire aux gens, pour leur donner du bonheur. Ça, c'est la fée. Bon. Oui. Voilà, la fée, on va dire. Et la sorcière, c'est quoi? Tout simplement, c'est une femme, peut-être qui va être, qui n'est pas honorée assez souvent par son mari, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Madame Boucher, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc c'est une femme qui est acariâtre, c'est une femme, mais qui a les mêmes capacités qu'une fée, qui a la même capacité qu'une femme orientée vers la gentillesse et la douceur. Mais cette femme-là, elle est orientée vers la jalousie, elle est orientée vers la haine, vers la rancune, vers je te ferai payer d'être plus belle que moi, ou d'être plus intelligente, ou d'avoir un meilleur boulot, ou d'avoir plus d'argent. Donc c'est quoi une sorcière? C'est tout simplement une femme qui se sert de ses pouvoirs, et qui sont grands, pour faire du mal, en gros. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent au niveau des films ou des séries ou même des dessins animés. Les sorcières dites méchantes, en fait, c'est des femmes qui ont eu un gros souci dans leur vie, qui ont été déçues, Tout à fait. qui se sont senties blessées et qui, du coup, elles ont tellement de rage en elles que, du coup, elles lancent des mauvais sorts ou ce genre de choses, quoi. Tout à fait, et surtout qu'on voit bien dans les films de Walt Disney, et en particulier le dernier qu'on a vu, il était très pointu. Maléfique. Et oui, maléfique, oui. Il était très pointu parce qu'on voit bien qu'au départ c'est une jeune femme qui est gentille, qui est douce, qui est bienveillante et qui est lumineuse. Proche de la nature. Proche de la nature et des êtres et des gens. Elle a fait confiance, elle s'est sentie trahie et le choc a été tel qu'elle est devenue méchante. En fait, la sorcière c'est quoi? Dans la symbolique ancienne, la sorcière c'est la gentille fée, bon pas la petite fée comme sa clochette, je parle de la femme qui est une grande fée, c'est quoi? C'est comme l'ange qui devient un démon, là c'est une fée qui devient une sorcière. Une sorcière c'est une fée qui a été déçue par la vie, qui a eu un choc émotionnel énorme, qui l'a cassée et qui l'a rendue méchante. Voilà, c'est l'explication. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça le justifie, ça veut dire simplement que ça l'explique. Les sorcières, c'est le symbole d'une femme qui a souffert et qui, à force de souffrir, a décidé de faire souffrir les autres et de rendre aux autres ce qu'on lui a fait. Voilà. Alors, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.